sommes là pour expliquer que la ville de demain, elle se construit aussi et surtout avec une capacité logistique accrue. On est dans une concurrence mondiale, les investisseurs sont nombreux, ils sont importants et ils regardent le maillage de notre territoire métropolitain en matière d'infrastructures logistiques. Et c'est pour nous donc très important de permettre à des maires d'intégrer des programmes d'innovation, de digitalisation qui touchent à la logistique urbaine, au dernier kilomètre. C'est très important, là on l'a évoqué tout à l'heure aussi, à travers un certain nombre de témoignages, Anne-Marie Hydrac ou David Béliard. Le sujet donc d'innover dans la ville, c'est d'aider les maires qui ont des réflexions, qui ont des projets, et d'être accompagnés par des partenaires, par des experts de l'écosystème numérique, digital et de l'innovation de la métropole. Donc on a une dizaine vraiment d'acteurs reconnus, que ce soit Cap Digital, qui est le premier réseau de start-up innovantes de France, que ce soit Paris Senco qui accompagne les porteurs de projets, que ce soit la 27e région, que ce soit les canaux sur l'économie sociale et solidaire, que ce soit la BPI, que ce soit la Banque des territoires qui est partenaire de cette... L'idée c'est quoi? C'est d'aider les maires, Choose Paris Region aussi, très important en termes d'attractivité, dont nous sommes partie prenante avec la métropole. C'est tout simplement d'aider les maires à intégrer les sujets d'innovation. Donc c'est du conseil, c'est de l'accompagnement pour rendre les projets municipaux mûrs. Hein, et ça c'est très important. On a aussi cette possibilité d'abonder, et Jean-Michel en a parlé tout à l'heure, à travers le Fonds métropolitain d'innovation et du numérique que je préside, et qui étudie un certain nombre de projets donc, qui ont été travaillés, accompagnés avec les acteurs privés, parce que notre enjeu, c'est de ne pas opposer le privé et le public, bien au contraire. Et sur la logistique, bah vous le savez, les deux vont ensemble. Et ça, c'est un travail du quotidien. Donc, on finance des projets en fonctionnement, en investissement, qui vont aller jusqu'à 40 000 euros. On cofinance en général, puisque la municipalité ou le territoire va y mettre un peu d'argent aussi. Mais pour nous, ce qui est important, c'est de dupliquer des programmes d'innovation, des projets d'innovation dans les territoires qui vont pouvoir être déployés à grande échelle. Et donc notre enjeu sur les prochaines années, c'est de mettre davantage et d'inviter les maires à déposer et à proposer à la métropole de cofinancer, d'être partenaires dans le programme d'accompagnement innové dans la ville, des projets d'envergure. Et en matière de logistique, et de logistique du dernier kilomètre, on en parle souvent dans la ville dense, il faut aussi qu'à un moment donné, on ait des relais de logistique du dernier kilomètre, avec les enjeux de transition écologique qui sont au cœur des préoccupations que nous avons. Mais aujourd'hui, les industriels, les investisseurs, ils s'adaptent. Et c'est tout le message aussi qu'on essaie de faire passer à nos collègues maires avec Jean-Michel, c'est qu'aujourd'hui, tout ça a changé. Hein, l'image de la logistique urbaine sale, qui pollue, tout ça est bien derrière nous. Il y a une responsabilité sociale, environnementale, qui est au cœur des politiques des entreprises qui sont dans ce secteur, qu'on rencontre tous les jours. J'ai dans le 17e arrondissement on accompagne un projet avec la Sogaris, qui est un des partenaires aussi du pacte métropolitain qu'anime Jean-Michel, un projet important d'envergure avec une grande firme internationale qui veut s'implanter aux portes de Paris. C'est long, c'est parfois difficile parce que la réglementation française est parfois assez lourde, tendance à dissuader, mais nous on est là pour rassurer. C'est le rôle des élus, des maires, est d'impulser, de donner la dynamique pour qu'on ait ces investissements. Le Fonds métropolitain d'innovation et du numérique à destination des maires de la métropole, 131 communes, 7 millions d'habitants, il a financé 89 projets, pas que de logistique, mais on en a eu un par exemple récemment, un projet qui a été cofinancé, c'est Pleine Commune, on est dans ce territoire, qui nous a d'ailleurs soumis un projet de création d'une plateforme digitale qui notamment travaille sur le réemploi des matériaux et les flux, sur le métabolisme urbain. C'est un projet très intéressant qui a été développé ici sur ce territoire, que la métropole a cofinancé il y a quelques mois à travers le comité d'examen de ces dossiers. On a vraiment, nous, envie, et plus
plus qu'envie, on promeut cette intégration de la logistique dans les projets des maires, dans les projets d'aménagement urbain, qui ne doivent pas être exclusivement sur le logement, qui ne doivent pas être exclusivement sur la végétalisation, même si on en a besoin. On doit intégrer cette logistique urbaine, vertueuse, qui fait l'attractivité de notre territoire métropolitain. Et ce pacte métropolitain, ce comité des partenaires qui est réuni aujourd'hui est très important. Votre présence nombreuse est un signal fort qui est envoyé sur la nécessité d'intégrer cette dimension aux différentes politiques et surtout de faire en sorte que les maires aient totalement confiance. Ça va créer de l'emploi. C'est important de le dire. On a des territoires qui en ont besoin et qui recherchent ça et qui vont travailler avec des partenaires qui ont cette conscience des enjeux technologiques, mais aussi écologique dans la zone la plus dense d'Europe, peut-être, sans doute. En tout cas, la métropole du Grand Paris, Patrick Ollier, est évidemment très en pointe et surtout nous met la pression pour que les choses avancent. Et je peux vous dire qu'on est déterminé à le faire. Voilà, je voulais pas être trop long pour introduire cette table ronde, mais vous dire encore le plaisir d'être parmi vous ce matin. Merci, Monsieur Boulard. C'était... Alors, cette table ronde, vous l'avez compris au travers du thème que l'on a retenu, l'innovation au service de la transition énergétique, c'est assez volontaire de notre part. On a souhaité finalement l'aborder sous l'angle technologique, certes, mais pas uniquement. En effet, et ça a été rappelé par tous les intervenants jusqu'ici, et je les en remercie, la problématique logistique, c'est en fait avant tout un changement de comportement et de pratique, et la mobilité des marchandises n'échappe pas à cette obligation. Donc d'une manière générale et de façon un peu triviale, j'aimerais introduire cette table ronde en disant que le slogan des années 70, on n'a pas de pétrole mais on a des idées, on pourrait le revisiter et proposer on ne veut plus de pétrole ou moins de pétrole et on a toujours des idées. Donc ces idées-là, on va essayer de vous les exploser au travers des participants à cette table ronde. Et l'on a choisi de rythmer ce temps d'échange au travers de 4 thèmes, à savoir un premier thème qui serait l'adaptation de véhicules, un deuxième thème peut-être plus original qui serait le partage des véhicules, et là on parlera d'autopartage avec la société Clem. Un troisième thème où on va parler d'abandon du véhicule. Alors le terme est un peu fort, mais derrière l'abandon du véhicule, ce que l'on veut dire, et c'est ce que rappelait Madame Hydrac, c'est qu'il y a cette nécessité d'aller vers de la massification, donc de la mutualisation des flux. Donc il y a une vraie action qui doit porter sur la façon de reconstruire les flux en direction des centres-villes et par tous les moyens et les vecteurs qui sont à notre disposition. Et ça suppose de trouver des points d'appui, des points de rupture de charge que l'on va valoriser, qui ne seront plus des centres forcément de coût, mais des centres de profit. Voilà. Et le dernier thème que l'on abordera, 4e thème, ce sera autour de la cyclo-logistique à travers le fait de pouvoir changer son véhicule. Donc, sans plus attendre, je vais donner la parole à Antoine Desferré pour Phoenix Mobility. Je vais vous donner peut-être la zapette de façon à ce que vous puissiez faire défiler vos supports. À vous, Antoine. Merci beaucoup, Christian. Alors, je ne sais plus trop ce que j'ai mis dans les slides parce que j'avais prévu que vous me posiez des questions plus tôt, mais c'est pas grave, je vais essayer de faire ça en direct. Merci beaucoup déjà pour votre invitation. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et ravi de vous présenter aussi ce qu'on peut faire. Je m'appelle Antoine, du coup, je suis un des cofondateurs de Phoenix Mobility. Phoenix Mobility, on convertit les véhicules thermiques existants en véhicules 100% électriques. Donc, en gros, les véhicules là, comme ce que vous pouvez voir ici à l'image, c'est un Renault Trafic. Plutôt que d'en acheter un nouveau qui n'existe pas encore d'ailleurs en version électrique, vous pouvez tout simplement venir chez nous, on enlève le moteur, le réservoir et tout ce qui est en gros lié à l'essence ou au diesel. Et à la place, on y met un moteur électrique, des batteries, un petit écran tactile à l'intérieur pour améliorer l'expérience de conduite. Et là, le véhicule repart complètement électrique. En fait, ce qui est marrant là-dedans, c'est que notre entreprise, on l'a fondée il y a 3 ans. Et c'est pas moi qui ai eu l'idée. Mais quand mes associés sont venus me voir et m'ont dit « Antoine, on va convertir des véhicules qui existent en véhicules 100% électriques », je leur ai dit « Mais évidemment, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait avant ?» Enfin, ça me paraît évident que c'est la solution
pour accélérer cette transition, pour avoir des véhicules moins chers, pour être dans une dynamique d'économie circulaire, pour utiliser des ressources qui sont déjà présentes. Bon, il s'est avéré que 3 ans plus tard, c'est un peu plus difficile de faire ça que ce qu'on pensait. Il a fallu passer pas mal d'étapes. À l'origine, on s'est dit on va faire tous les véhicules, etc. Bon, au final, c'est pas le cas. On fait des véhicules utilitaires pour les entreprises et pour les collectivités. Peut-être pour vous donner un peu de contexte plus global sur le secteur du rétrofit, avant de plonger dedans, parce qu'il y a eu beaucoup d'effets d'annonce, beaucoup de presse, beaucoup d'éléments, donc on va essayer de décrypter ça ensemble dans ces quelques minutes que j'ai avec vous. Cette slide, on va la voir après, du coup. Donc, le secteur du rétrofit, la conversion des véhicules thermiques à l'électrique, c'est un secteur qui est ultra récent. Et en fait, il y a 3 ans, quand on a créé notre entreprise, c'était globalement pas possible de faire ce qu'on faisait. Parce qu'il y avait 2 éléments cumulatifs pour convertir des véhicules à l'électrique. Il fallait d'une part avoir l'accord du constructeur d'origine, ce qui était impossible pour une entreprise qui venait de se lancer comme nous. On n'avait ni crédibilité, ni expérience, ni technologie, donc impossible. Et on devait faire des réceptions à titre isolé. Donc, autrement dit, chaque véhicule qu'on convertissait à l'électrique devait faire l'objet d'une réception qui coûtait de l'argent, qui prenait du temps, etc. Donc pour des professionnels, c'était impossible de nous confier des véhicules parce que ça allait prendre trop de temps et puis voilà, de toute façon, ils ne pourraient pas rouler avec. Et c'est là où les échanges avec les acteurs publics et à tous les niveaux nous ont permis de progresser et de faire évoluer cette réglementation, puisque il y a 2 ans maintenant, plutôt en mars 2020, la réglementation a évolué pour avoir une nouvelle réglementation sur l'homologation. Donc concrètement, maintenant, on peut faire des homologations en série sur ces véhicules convertis à l'électrique, donc au même titre qu'un constructeur automobile. Nous, on a le statut de constructeur. On fait la même chose, on doit passer plein de tests auprès de l'UTAC, des tests de compatibilité électromagnétique, des tests moteurs, etc. En fait, on fait tous les mêmes tests qu'un constructeur traditionnel, sauf les crash tests, puisqu'on ne modifie pas la structure du véhicule, etc. Donc ça, c'est top parce que ça nous a permis d'industrialiser le secteur. Et maintenant, nous, on peut cibler tous les véhicules qui ont plus de 5 ans et les faire en série. Et ça ouvre complètement le potentiel d'industrialisation. Et c'est à partir de là, à partir du moment où il y a eu ce changement de réglementation, où on a pu, nous, commencer à faire des vraies choses technologiques, à recruter, à nous entourer de partenaires, et surtout à signer nos premiers contrats. Et par exemple, on mentionnait Plaine Commune en début de table ronde. On convertit en ce moment des Renault Trafic pour Plaine Commune qui seront livrés d'ici fin d'année. On convertit des Renault Trafic pour la ville de Montreuil aussi, qui seront livrés d'ici la fin d'année. On discute avec beaucoup de collectivités dans la métropole du Grand Paris. Donc toute cette évolution, ça nous a permis d'en arriver là aujourd'hui. Je pense que ce que je trouvais intéressant dans l'échange que l'on partage avec vous, c'est justement de montrer quelles sont vos cibles, des cibles qui correspondent à ce qui a été dit jusqu'à maintenant, plutôt des véhicules à destination de ces nouveaux flux, à destination du centre-ville, plutôt des flux qui sont gérés en compte propre et qui pour le coup trouvent des solutions et deviennent compatibles en termes en tout cas d'organisation devant travailler dans ces futurs ZFE. Oui, absolument. En fait, quand on a commencé notre entreprise, le tout premier véhicule qu'on a fait, c'était une Renault Clio. Parce qu'on s'est dit, c'est le véhicule le plus vendu en France depuis des années et des années. Donc on va faire une Clio et on verra ce qui se passe. Il se trouve que dans le même temps, on a mis un simulateur de demande de devis sur notre site internet en disant on peut faire tous les modèles, dites-nous ce que vous avez comme modèle et on verra ce qu'on peut faire. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de demandes sur des petits véhicules, comme des Clio. Sauf que c'était des demandes par des particuliers qui n'avaient aucun consentement à payer, ou en tout cas qui ne voulaient pas du tout passer à l'action après. Donc ils prenaient du renseignement, mais ça ne convertissait pas derrière en client parce que en fait, ça ne les intéressait pas vraiment. Quand on a un véhicule particulier, de le convertir à l'électrique, ce n'est pas vraiment la meilleure option, dans le sens où y a des alternatives neuves qui existent, qui sont déjà pas très chères, ou en tout cas accessibles. Il y a des alternatives d'occasion qui sont de plus en plus présentes, donc ce n'était pas trop le segment adapté. On a transitionné petit à petit vers des professionnels, et c'est là où on est pile dans cette cible ZFE, donc des collectivités, des TPE, PME type artisans, logisticiens, sous-traitants des grands transporteurs, et ensuite des grands groupes. Par exemple, on a une collaboration avec Vinci Autoroute en ce moment sur des véhicules de patrouille en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, ces éléments étaient intéressants parce que ce sont des véhicules qui sont en ZFE. Anne-Marie Hydrac mentionnait un peu plus tôt que c'était 1 million de véhicules dédiés à la logistique dans la métropole du Grand Paris. Moi, la stat que j'ai, c'est 400 000 véhicules utilitaires qui traversent la métropole du Grand Paris tous les jours. Et en fait, ces 400 000 véhicules utilitaires, on sait qu'on va devoir les faire passer à l'électrique, mais dans le même temps, on sait que, ou en tout cas à une énergie propre, et dans le même temps, on sait que les constructeurs automobiles traditionnels n'auront
jamais les capacités de production pour faire cette transition d'ici 2024-2025. Et en fait, nous, l'analyse qu'on a faite, c'est que les constructeurs automobiles peuvent produire 70 000 véhicules utilitaires électriques par an d'ici 2025, en étant au summum de la production en France. Donc ce serait vraiment le scénario agressif pour les constructeurs. Et dans le même temps, les immatriculations de véhicules utilitaires tous les ans en France, c'est 450 000 véhicules. Donc ça veut dire que chaque année, il y a un gap entre l'offre et la demande d'électrification qui est de 300 000 véhicules. On ne sait pas ce qu'on va en faire. C'est des véhicules qui vont continuer à être achetés en véhicules thermiques, peut-être pour être utilisés hors ZFE ou dans des ZFE qui apparaîtront plus tard. Mais toujours est-il que ce n'est pas une option soutenable parce que on sait très bien que la flotte va devoir passer électrique. Donc voilà sur notre cible. L'intérêt, c'est que forcément c'est moins cher parce qu'on part d'un véhicule qui est déjà existant. On conserve les aménagements du professionnel. Donc si c'est un professionnel qui a des étagères à l'intérieur pour faire du transport de marchandises, ou si c'est un artisan qui a un établi à l'intérieur ou de quoi stocker ou autre, c'est intéressant. Pour lui, c'est compatible avec les ZFE, c'est critère 0. On livre en 48 heures le véhicule converti à l'électrique, donc il n'y a pas d'attente. Voilà, c'est à peu près les gros éléments. Et Christian me dit que le temps passe, mais je suis en train de vous résumer les slides, donc ça va. Donc, on a fait une étude effectivement qui était intéressante, qui a été publiée d'ailleurs par l'ADEME en 2021. Vous pourrez la retrouver, une étude sur le rétrofit qui mentionne quelques éléments que je viens de porter à votre connaissance, et qui démontre notamment que les émissions de CO2 par rapport aux véhicules diesel sont réduites de 61% et de 56% par rapport à l'achat d'un véhicule électrique neuf, puisqu'on utilise un véhicule qui est déjà existant, donc forcément on émet moins de CO2, donc ça va beaucoup plus loin. Je crois que c'est parfait. Je suis pile dans le timing, Christian. On a un stand qui est là-bas, donc si vous avez des questions, on est 3 personnes sur toute la journée, donc n'hésitez pas à venir nous voir, on échangera avec grand plaisir avec vous. Et je laisse la parole à la suite des intervenants. Merci Antoine. Merci beaucoup. Ce témoignage. Oui, on aura encore le temps d'un échange. Si tout le monde respecte les temps de prise de parole, il est prévu d'avoir 10 minutes, bien sûr, de questions-réponses à la fin de cette table ronde. Je profite de ce passage de relais à Clem, juste pour saluer le maire de Rungis, qui vient de nous rejoindre. Donc Rungis, on connaît tous autour de la table et dans cette salle l'importance que revêt ce territoire dans la gestion des flux de la métropole. Donc merci d'être présent et parmi nous. Deuxième temps d'échange, alors sur cette thématique de l'autopartage, partager son véhicule, en quoi cela consiste, quelles sont aujourd'hui les techniques mises en œuvre, hard et soft, parce que c'est important aussi de piloter ce type d'organisation, les avantages et les limites et les perspectives et objectifs. En 8 minutes, là aussi de temps, Stanislas Soufflet, donc directeur technique de la société Clem, qui remplace au pied levé, et il s'en excuse, monsieur Bruno Flinois, qui devait être parmi nous, mais apparemment c'est vraiment ancré dans les gènes de Clem de partager, et vous avez aussi partagé le virus du Covid, a priori. Donc merci d'être là et de le prélever. Je vous cède la parole. Je vous remercie. C'est vrai que c'est un petit peu au pied levé, j'ai appris hier soir que j'allais intervenir aujourd'hui, mais bref. Le Covid a ses raisons que la raison ne connaît pas. Donc du coup, je suis Stanislas Soufflet, je suis directeur technique chez Clem, associé depuis un petit peu plus de 9 ans. Donc pour Clem, qui est une société d'autopartage de véhicules électriques et de gestion de bornes de charge de véhicules électriques. Donc quelques chiffres que vous devez probablement connaître dans les grandes lignes. 34% des émissions proviennent de la mobilité des transports, et parmi ces 34%, 54% de celles-ci sont dues aux véhicules individuels. Donc pour réduire de 37% d'ici 2030 les émissions, comme sont les objectifs européens, il va falloir faire quelque chose sur le véhicule individuel, et c'est à ça que va s'attaquer Clem, avec le véhicule électrique partagé. Donc pour une solution de véhicule électrique partagé, il faut 3 éléments. Il faut une technologie pour partager les véhicules et les bornes de charge. Ça va se matérialiser par des cartes électroniques qu'on va mettre dans les véhicules, qu'on va mettre dans les bornes de charge, pour gérer les autorisations d'accès à ces véhicules électriques et à ces bornes de charge. Un deuxième élément, ça va être du coup des applications mobiles à destination de l'usager. L'usager du coup qui va pouvoir, grâce à ces applications,
réserver, accéder et être facturé pour les usages de ces véhicules et de ces bornes de charge. Et enfin, une plateforme de supervision qui permet donc aux propriétaires de la borne de charge ou aux propriétaires du véhicule électrique de voir comment est utilisé son véhicule électrique et aux gestionnaires, donc du coup, d'opérer le service dans sa globalité. Et donc, chez Clem, on a ces trois éléments, à la fois sur la partie véhicule électrique et sur la partie borne de charge. Donc, Clem, c'est 11 ans d'expérience, 25 employés, on est présent dans plus de 200 villes et villages. Et aujourd'hui, si on vous parle, c'est parce qu'on a été choisi par la ville de Paris pour opérer le système d'autopartage de véhicules utilitaires électriques de la ville de Paris. Donc c'est 54 stations à Paris, avec à peu près un peu plus de 200 places pour des véhicules électriques. Des véhicules électriques qui sont en autopartage en boucle, c'est-à-dire qu'ils sont à domicile sur une station équipée d'un arceau pour éviter qu'ils se fassent piquer la place quand ils partent et quand ils reviennent surtout, et avec une borne de charge pour que pendant la nuit, les véhicules soient en train de charger. Et le lendemain matin, ils sont disponibles pour un professionnel ou pour un particulier, afin d'opérer toutes les opérations logistiques que l'on connaît sur les véhicules utilitaires. Donc qu'est-ce qu'il faut pour qu'un projet de ce type réussisse ? Il faut que la collectivité labellise un système de ce type. Ça a été le cas avec la ville de Paris. Il faut un réel avantage à la transition vers le véhicule électrique. Et il faut un avantage aussi financier à ce que les professionnels adoptent la solution du véhicule électrique, puisque comme c'est des nouveaux usages, pour essayer ne serait-ce que les nouveaux usages, il faut un petit coup de pouce pour mettre le pied dedans la première fois, et après, en général, on a des taux de rétention qui sont très très bons. Il faut aussi communiquer sur ces services, puisque un énorme centre de coût pour les entreprises privées qui veulent être dans ce domaine-là, c'est la communication. Il faut être accompagné pour que le plus grand nombre connaissent ces services afin de pouvoir les adopter. Pour les opérateurs, il faut plusieurs choses. Il faut différents modèles de véhicules et d'abonnements pour s'adapter aux différents cas d'usage des professionnels, à la fois les commerçants, les logisticiens et les particuliers sur des usages ponctuels. Et il faut avoir accès aux professionnels à proximité des stations. Il faut qu'on puisse avoir, on va dire, des accès aux différents commerçants pour pouvoir leur communiquer sur les services et qu'ils puissent s'approprier ces services. Donc maintenant, bien sûr, la ZFE, on a un avantage, et on le voit bien aujourd'hui puisqu'on est en circulation alternée aujourd'hui. Il faut, dans les zones qui ont besoin d'avoir des réductions d'émissions de particules fines et de carbone, avoir des avantages de la part de la collectivité pour la mise en place de ces services qui nécessitent des installations de stations spécifiques, avec des accès spécifiques, de manière à ce que l'opérateur puisse avoir à la fois la main sur la station et la main sur le véhicule, de manière à avoir un service qui soit géré de façon optimum. C'est la raison pour laquelle, quand on s'adresse aujourd'hui aux collectivités et de la métropole du Grand Paris, on va proposer une solution globale avec l'installation d'une station qui va être le réceptacle du véhicule, qui va transiter en boucle, avec un arceau pour garder la place, une station de charge qui va être donc dédiée et sur laquelle on va pouvoir contrôler les usages, savoir quand est-ce que le véhicule a été branché, n'a pas été rebranché, est-ce que l'usager du lendemain va bien avoir un véhicule plein, prêt pour son usage. S'il n'a pas été remis en charge, il faut contacter l'usager précédent, de manière à ce qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises sur les usages et que les personnes aient autant confiance dans le véhicule électrique partagé qu'ils n'ont confiance dans leur véhicule personnel thermique. Oui, là vous mettez en avant un point décisif, c'est-à-dire qu'au-delà du service purement technique, ce que vous amenez,
c'est cette sérénité par rapport à l'accueil d'un véhicule dans un centre-ville aussi, cette possibilité de l'accueillir dans de bonnes conditions et de faire en sorte qu'il soit opérationnel au fil des journées d'exploitation. Donc c'est ce service additionnel-là qui, à mon avis, est très intéressant. Moi, j'avais une question peut-être pour avancer dans votre présentation, mais aussi conclure. Vos cibles et les territoires que vous ciblez, quel niveau de transposition vous proposez aujourd'hui à d'autres territoires? Est-ce que l'élargissement à l'ensemble de la métropole est quelque chose que vous envisagez de façon beaucoup plus appuyée? Enfin, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ou sur d'autres métropoles en France? C'est vrai que les ZFE sont nos cibles pour ces usages, donc la métropole du Grand Paris et les autres ZFE en construction en France et en Europe. Il faut savoir qu'avec ce projet de véhicule utilitaire partagé, on est le premier projet européen de véhicules utilitaires à disposition des professionnels. Donc on a un vrai lead chez Clem et avec bien sûr Paris là-dessus, et je pense qu'il faut le garder. Juste un dernier point sur les usages. C'est vrai qu'il faut garantir l'usage aux professionnels, mais ça amène aussi une flexibilité que ne connaissaient pas précédemment les professionnels, puisqu'en fait un logisticien par exemple, du jour au lendemain, s'il a un nombre de livraisons bien plus important, ou on va dire un nombre d'actes bien plus important, il peut très bien avoir une flexibilité avec habituellement 2 véhicules et tout d'un coup 20 véhicules une journée, parce que du coup il va vraiment avoir besoin de ça, et c'est une flexibilité qui est permise par ce genre de système. Très bien, merci Monsieur Soufflet pour votre intervention. Merci. Alors, nous abordons le 3e thème de cette table ronde, abandonner son véhicule. Je le disais, c'est un peu un terme excessif, mais il sous-tend quand même des aspects très, très importants qui vont nous amener à aller vers ce sujet de la mutualisation des flux et d'une autre façon finalement d'organiser sa logistique et la confier, pourquoi pas, lorsqu'on est transporteur en compte propre à des professionnels. Donc c'est un pas vers la professionnalisation de certains trafics. Dans ce premier temps d'échange, nous avons deux grands témoins. Oui, merci. Nous avons 2 grands témoins sur cette table ronde. Le groupe Stern en premier, qui est représenté par Loïc Chavaroche, donc qui est directeur qualité, sécurité, sûreté, environnement et RSE du groupe. Il va nous présenter l'activité de son groupe assez rapidement, mais surtout porter la focale sur une de vos filiales, Regular Stern, qui, de notre point de vue, trouve toute sa place dans cette thématique de la mutualisation des flux et une autre façon de livrer en centre-ville. Donc vous avez, Monsieur Chavaroche, une zapette pour faire défiler vos slides. À vous. Parfait. Merci beaucoup. Donc je représente le groupe Stern. Le groupe Stern est un groupe de transport multimodal, à la fois route, air, mer et train. Nous sommes aussi opérateurs en douane, en tant que représentants en douane, et nous avons une multitude d'activités, à la fois sur du flux industriel, du flux pour le secteur de la santé, de la logistique, du flux international essentiellement pour le secteur automobile et les alimentations bord de chaîne. Et au milieu de notre activité qui est assez vaste, nous avons une activité très spécifique qui s'appelle Stern Regular, qui est spécialisée dans, entre autres, toutes les opérations de massification et de distribution, à la fois à destination du secteur bancaire, du secteur industriel, de la maintenance de premier niveau, maintenance de deuxième niveau. Et nous avons une particularité, c'est que nous intervenons à 80% de nuit, et ce depuis 1972. Donc nous sommes un opérateur du in-night, comme on l'appelle actuellement. Donc le groupe, c'est à peu près 1150 collaborateurs, et la division concernée, c'est 600 collaborateurs, avec des clients multiples. Donc la majorité des banques du secteur est en aftermarket, qui est un des exemples qu'on va pouvoir utiliser, le groupe Fnac, le groupe Darty, le groupe Autodistribution, pour lequel nous faisons des livraisons directement à destination des techniciens. Concernant cette activité-là, l'activité dite régulière, nous avons plusieurs métiers. L'objectif, c'est que nous soyons invisibles. Nous allons effectuer toutes nos livraisons avant les heures d'ouverture, des heures dans lesquelles on roule mieux. Pour vous donner un ordre d'idée, une opération de nuit, sur 1 heure de nuit, nous faisons entre 40 et 60% de livraison de plus que le jour. Donc énormément de gains en termes de distribution, en termes de pollution,
peu ou pas de nuisances sonores. Nous sommes majoritairement avec du véhicule de moins de 3,5 tonnes. Une partie de nos véhicules étant habilités PIC pour limiter le bruit. Donc pas de problématique ou très faible problématique liée à la ZFE, car nous sommes hors des horaires de ZFE. Pendant les horaires de jour, nous avons d'autres systèmes de livraison, entre autres avec du GNV ou de l'électrique. Nos produits sont divers avec plusieurs accès. L'access direct, on va directement livrer de nuit sur les sites. Nous sommes des gestionnaires de clés. Nous avons plusieurs centaines de milliers de clés. Nous entrons directement dans les banques la nuit. Nous récupérons le courrier, nous en relivrons. C'est une de nos particularités. Nous faisons un seul passage par nuit. Au cours du passage, nous allons déposer et remporter de la marchandise. Nous allons faire par exemple pour les banques le vaguemestre, c'est-à-dire toute la distribution de documents, toute la distribution de stylos, toute la distribution de papier. Nous allons récupérer tous les documents à numériser, que nous allons soit numériser nous-mêmes, soit renvoyer vers des centres de numérisation spécifiques. La partie car, qui est une partie développée essentiellement pour les techniciens SAV, nous allons intervenir avant 7 heures dans leur véhicule pour retirer les pièces qui sont jugées comme non utilisables, soit bad, soit not use, soit reusable, c'est-à-dire que l'on va pouvoir réutiliser, que nous allons rapatrier vers les centres de maintenance et nous allons distribuer les pièces neuves qui vont être changées dans la journée. Pour vous donner à peu près un ordre d'idée, si on a une commande à J-1, on livre à J avant 7 heures, donc le technicien va faire son intervention. À J+1, on va récupérer la pièce bad, vu qu'elle aura été posée à J, qui va être acheminée vers un centre d'expertise en France à J+3 et en Europe à J+5. Et suivant le flux, on estime retrouver la pièce réparée aux alentours de J10. Donc en 10 jours, la pièce aura été livrée, montée, réparée et elle peut être remise en service au bout du 10e jour par nos clients directement auprès des techniciens SAV pour faire de la remonte. Ce qui est extrêmement utile dans une période où la tension au niveau des pièces détachées est extrêmement importante. Une activité desk avec des comptoirs professionnels et une activité free avec des lockers professionnels uniquement, sur lesquels on va faire les mêmes opérations, dépose de pièces neuves, repose de pièces bad, ce qui permet de diminuer le nombre de véhicules sur la route, parce qu'on fait tout en un, de limiter aussi le véhicule à vide, vu que notre véhicule, même en fin de nuit, est chargé. Il est chargé en pleine nuit, il est chargé en fin de nuit. Et ensuite, on va faire des line-haul optimisés sur l'ensemble du circuit français. Une autre particularité, nous sommes 100% par la route, pas d'aérien. Donc aujourd'hui, nous sommes un des opérateurs qui peut réaliser, entre autres, du transport de piles lithium, de batteries lithium, et on fait aussi une partie de marchandises dangereuses pour acheminer directement vers les centres techniques ou vers les techniciens, ce qui est totalement impossible, ou majoritairement impossible, via les flux aériens. Donc ça représente à peu près 72 000 livraisons au niveau de chaque nuit sur les points de dépose. Et pour optimiser tous ces flux-là, on a 10% de notre personnel qui est en charge de l'optimisation permanente du réseau pour traquer les courses à vide, traquer les courses qui pourraient être optimisées ou les tournées qui pourraient être optimisées. Aujourd'hui, on est en train de se développer vers des nouveaux marchés. On travaille essentiellement sur des marchés de deuxième monte, en deuxième œuvre dans le bâtiment, pour alimenter directement certains chantiers avec des marchandises, par exemple tout ce qui va être robinetterie, tout ce qui va être aussi pièces de chauffage, où on va pouvoir directement alimenter au cours de la journée, ou plutôt dans la nuit, les équipes. Donc on limite le nombre de véhicules disponibles par le compte propre. On attire aussi vers le facility management, sur lequel on fait de la distribution de matériel. De nuit, ça peut aller des feuilles pour les photocopieurs jusqu'aux cartouches d'encre pour les photocopieurs. Donc une multitude d'activités qui se prêtent bien à un travail nocturne et à un travail invisible. C'est-à-dire pas de bouchons, on optimise, on gagne du temps, et surtout l'opérateur ou les opérateurs, quand ils arrivent le matin, peuvent travailler normalement, tout le matériel est déjà arrivé sur le site. Ce qui représente pour les techniciens, entre autres SAV, un gain de temps énorme, surtout en région parisienne avec les difficultés de circulation. Ils n'ont pas besoin d'aller en périphérique pour aller chercher de la marchandise. La marchandise vient directement vers eux, vu qu'on les géolocalise, on ouvre le coffre du véhicule, on glisse la marchandise dedans et on repart de façon absolument anonyme. De façon peut-être plus concrète, votre point d'appui pour avoir ce type
d'organisation sur le territoire métropolitain. Vous pouvez nous en dire 2 mots? Parce que là, on est dans une logique un peu, on l'a vu, différente des présentations qui vous ont précédé. C'est intéressant de montrer qu'il peut y avoir une logistique déportée dès lors qu'on sait gérer les flux peut-être de manière différente et sur des créneaux horaires différents. Oui, absolument. Donc en fait, notre logistique, elle est bâtie autour d'agences. Nous avons actuellement une 40aine d'agences à travers la France. Chaque agence est un hub, c'est-à-dire elle fait à la fois la réception de l'expédition. On fait aujourd'hui du croisé, c'est-à-dire on fait aussi du J+1 de province à province. On n'est pas obligé de passer par Paris. Et maintenant, on a des flux de récupération de pièces détachées hors du territoire national. Entre autres, on va chercher énormément de pièces sur Allemagne, Pays-Bas, Belgique, qui sont des pièces récupérées plus tôt, bien sûr, dans la journée, et qui sont injectées soit sur le secteur lillois, le secteur lyonnais ou le secteur parisien en fin d'après-midi, triés au milieu de la nuit par les opérateurs et renvoyés à partir de 2h du matin sur tous les sites de France. Quand ils vont arriver dans chacun des sites, on va se remettre à faire du tri fin, et on va aller alimenter jusqu'au dernier kilomètre. Y compris, on arrive à enlever avant 18h pour livrer avant 8h les grandes diagonales telles que la Brest-Nice ou la Strasbourg-Bayonne qui sont parmi les plus compliquées aujourd'hui. Donc pour faire cela, on a à la fois des équipes de nuit, salariés, et on a aussi une grosse flotte de partenaires. Nous sommes majoritairement en Access Light pour nous adapter aux variations d'activité. Et donc nos partenaires sont des véritables compagnons. Ils nous accompagnent depuis des années pour réussir à mettre en place et mettre en musique l'ensemble de ces livraisons-là. Parfait. Merci. Vous êtes Merci à vous. Pile dans le bon timing. Merci, Monsieur Chavaroche. Toujours sur ce deuxième thème de l'abandon du véhicule, vous l'avez compris, on cherche à vous amener des expériences d'opérateurs qui se positionnent vraiment sur l'activité centre-ville et qui s'organisent pour être performants. La société Urbi, donc Monsieur Delaval, directeur général de cette société, est-ce que vous pouvez nous présenter, dans le même cadre que ce qui vient d'être fait par votre prédécesseur, l'activité Urbi, ses avantages, limites et ses futures cibles? Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Bonjour, je m'appelle Frédéric Delaval. Je suis le dirigeant fondateur du réseau Urbi, qui est une filiale à la fois du groupe La Poste et aussi de la Caisse des dépôts Banque des Territoires. En fait, Urbi est né il y a 5 ans, lorsque on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait améliorer la mobilité des marchandises en cœur de ville. Et le groupe La Poste est un gros opérateur de mobilité de marchandises, du 3 grammes jusqu'aux 30 kilos. Et en fait, on s'est posé la question de savoir comment perpétuer ce métier dans les années à venir avec l'ensemble des contraintes qui pouvaient arriver. Ça, c'est la première des questions. La deuxième des questions, c'est qu'on s'est dit, si on commence à travailler uniquement sur le 3 grammes aux 30 kilos, quid de l'ensemble des autres, des autres marchandises, que pouvons-nous faire aussi également sur cette partie-là? Est née au sein du groupe l'idée qu'un opérateur de mobilité de marchandises dans les cœurs urbains pouvait, se positionner au même titre que d'autres, en apportant des services à valeur ajoutée. À partir de là, nous avons commencé à développer le concept d'Urbi, qui est à la fois un concept de service qui s'appuie sur une infrastructure. Un concept de service, pourquoi? Parce que notre objectif est de dire à tous ceux qui veulent faire de la mobilité de marchandises en cœur de ville, mais qui ont des difficultés à la faire, c'est de dire, déposez vos marchandises sur nos plateformes, qui sont juste à l'entrée des villes, et nous allons réaliser pour vous le dernier kilomètre. Et nous allons être, entre guillemets, l'élément qui va, quoi qu'il arrive, réaliser la promesse de vos clients, que vous avez faite à vos clients, de livraison du dernier kilomètre. Et bien sûr, nous garantissons à nos clients chargeurs, ceux qui nous donnent les marchandises à livrer, le fait que nous respecterons leurs engagements de qualité de service, mais pas que. Nous faisons aussi le serment, bien sûr, de respecter les conditions de livraison avec les bons véhicules, les bonnes manières de livrer, et bien sûr en respectant la réglementation, ce qui est essentiel. Alors, ça, c'est une chose, c'est un service essentiel, mais qui amène derrière une notion de massification et de mutualisation extrêmement importante, puisque si chacun ne développe pas ses propres véhicules ou sa propre flotte pour livrer ses produits, ça veut dire qu'en fait, on arrive progressivement à faire en sorte que beaucoup de transporteurs, de chargeurs,
d'acteurs nous fassent confiance pour augmenter le taux de chargement des véhicules. Qui dit augmenter le taux de chargement des véhicules, eh bien automatiquement, vous en retirez de la ville. D'où le terme un peu punchy de dire on abandonne le véhicule. Ce n'est pas une notion d'abandonner, c'est une notion de réduire et puis aussi de substituer progressivement. Parce qu'à partir du moment où vous augmentez le taux de charge des véhicules, ce qu'on appelle la densité économique par kilomètre parcouru, à partir de ce moment-là, vous pouvez investir. Vous pouvez investir dans vos chauffeurs, les former. Vous pouvez investir dans votre système d'information pour être de plus en plus performant et faire de moins en moins de kilomètres. Et puis, bien sûr, dans l'actif en lui-même, la flotte de véhicules, en essayant d'investir sur des véhicules innovants. Une fois qu'on s'est dit ça, quel est le résultat de nos 4 premières années de travaux et de développement? D'abord, on a commencé en 2018 notre première unité opérationnelle à Grenoble. On en est à 27, 44... On est présent dans 23 villes et on a 27 plateformes. Donc en l'espace de 4 ans, malgré le Covid, nous avons continué à développer notre concept et nous avons gagné de 500 000 € la première année de chiffre d'affaires à plus de 15 millions l'année dernière et nous espérons dépasser les 30 millions cette année. Donc c'est un concept qui marche. C'est un concept qui marche. Pourquoi ? Parce que la promesse de la livraison est garantie. Et parce que derrière, c'est aussi une substitution de coûts pour l'ensemble de nos acteurs. Ils n'ont plus à assumer une flotte en propre. Ils ont un intérêt économique très fort à vouloir mutualiser et massifier. Le deuxième élément qui est, je dirais, un élément public, moins de camions égale moins de pollution, moins d'occupation de la voirie, réduction de l'accidentologie. Mais ça, ce sont des résultats qui commencent à être tangibles. Le seul souci que nous avons, c'est que si nous voulons maintenant aller plus loin, il va falloir franchir d'autres étapes. D'abord, il y a une étape réglementaire. Une grosse étape réglementaire. On a beau mettre en place toutes les réglementations en place, excusez-moi, les décider et les écrire, si on ne les applique pas, ça ne sert à rien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est comme avant. Donc tous ceux qui investissent ne retrouvent pas ce retour sur investissement. Et ça, je parle pour tous ceux qui investissent dans les nouvelles technologies, dans les nouveaux concepts. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de modèle économique si jamais il n'y a pas une prime à celui qui investit. Donc, la réglementation joue son rôle. Pas dans la réglementation, dans l'application de la réglementation. Et bien sûr, dans la mise en œuvre progressive. Ça, c'est très important. La deuxième chose aussi, et on en parlait il n'y a pas très longtemps avec les acteurs de la métropole du Grand Paris, en l'espace de 50 ans, l'ensemble de la logistique est parti du cœur de Paris pour être aujourd'hui, excusez-moi de dire ça, poussé à plus de 50 km de la ville de Paris. Sur la N104, pour ceux qui connaissent bien la géographie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous voulez livrer un produit dans le cœur de ville de Paris, vous partez de la N104, vous allez au cœur de Paris, puis ensuite vous revenez 2 fois 50 km, 100 km. Et là, vous avez beau faire tous les efforts de mutualisation que vous voulez, les 100 km, il faut quand même les faire. Donc, il est extrêmement important aussi de penser à une architecture immobilière, disons-le franchement, un aménagement du territoire différemment, qui repositionne une infrastructure de logistique de proximité, je dis bien de proximité, pour alimenter les cœurs urbains et les populations. Ça va être tout l'objet de la table ronde de cet après-midi. J'invite tous les lance participants à y être. Bien sûr. Pourquoi ? Parce que nos métiers ne peuvent pas s'articuler si, comme sur le schéma on le montre, nous n'avons pas de plateforme de proximité pour pouvoir faire les regroupements. Et s'il vous plaît, pas au prix de la location d'un logement. La logistique ne le permet pas. Pardon, je passe quelques messages, mais c'est important. Parce que le modèle économique global de la livraison repose sur cet ensemble-là. Il n'y a pas très longtemps, on m'a dit, Frédéric, 1 mètre carré, 500 €. Vous savez à combien je négocie avec mes clients ? C'est moins de 35 à 40 €. Le gap est impossible à gérer. Donc, il faut sanctuariser quelques éléments, des axes de circulation, il faut sanctuariser peut-être quelques surfaces pour permettre à différents acteurs de déployer des nouvelles flottes. Alors justement, parlons de la flotte d'Urbi. Au début, on a démarré avec 0% de véhicules, c'est-à-dire tout en sous-traitance, avec des partenaires avec lesquels on a construit sur la confiance et sur la durée. Aujourd'hui, petit à petit, grâce à nos actionnaires, nous commençons à investir dans des nouveaux véhicules. Nous avons 3 gammes de véhicules. Nous avons des véhicules utilitaires légers, 3,5 tonnes, avec haillons. Ceux-là,
dans la mesure du possible, nous utilisons du GNV, du gaz naturel pour véhicule. Nous sommes en train aussi de développer des poids lourds. Et là, en ce moment, nous sommes en train, avec Renault Trucks, de développer sur l'ensemble du territoire, et bientôt sur la métropole du Grand Paris, des poids lourds électriques 16 tonnes. Oui, ça existe. Ça existe. Ça coûte un peu cher, mais eux, ils ont le droit de circuler et avec des tonnages très importants. Donc, dans le cadre de la massification et de la mutualisation, ça peut avoir un intérêt. Et quand on veut livrer la nuit, le véhicule électrique, il est parfait. Enfin, il arrange beaucoup de choses. Le seul souci que nous avons, c'est que nous n'avons pas de borne de recharge. Et la dernière blague que l'on m'a faite il n'y a pas longtemps, c'est on m'a dit, ah mais Frédéric, on veut bien que tu aies des bornes de recharge, mais à 20 mètres de tes véhicules pour des raisons d'assurance. Je ne veux pas faire de délation sur les assureurs, mais là, ça ne va pas être facile de travailler avec des règles de plus en plus dures. On me dit que je vais trop loin. Dernier point, et je pense que ça fera la transition avec nos autres collègues, c'est bien sûr la cyclomobilité. Nous avons plus de 70 vélos cargo. Nous pensons que la cyclomobilité pour les charges de jeux lourdes a un avenir, mais il faut la mettre en œuvre, et ça passe par des infrastructures de cœur de ville, des espaces de logistique urbaine utiles à tous. Voilà, merci beaucoup. Très bien. Merci, Monsieur Delaval. Donc, on l'a bien compris, c'est bien un mix énergétique qui reste à trouver et à calibrer en fonction des usages, et tous, vous l'avez dit et martelé. Pour terminer cette table ronde, nos derniers intervenants, changer son véhicule, c'est la dernière thématique. Ils interviennent, si j'ose dire, en tandem. Donc Mathieu Cloarec pour les boîtes à vélo, et puis Vincent Degauve pour la coopérative Olvo Cyclo-Logistique. Merci Christian, bonjour à tous. Merci de nous avoir invités à pouvoir promouvoir la solution vélo dont nous sommes un petit peu les experts en France. Donc les boîtes à vélo, c'est l'association des professionnels à vélo. 300 adhérents dans toute la France avec un secteur logistique qui est important. Et notre contribution à la transition écologique de la logistique du dernier kilomètre, eh bien, c'est d'utiliser massivement et uniquement le vélo. Voilà quelle est la solution, et je laisse la parole à Vincent d'Olvo qui va vous décrire ce merveilleux outil. Donc on est en tandem, hein. Notre thème c'est donc changer de véhicule effectivement. L'association regroupe à la fois des professionnels qui avant avaient des véhicules en propre et qui les passent au vélo, des artisans, des commerçants, etc. Et des cyclologisticiens comme Olvo, 40 salariés, coopérative qui fait des livraisons dans le Grand Paris. Donc nous, notre solution, voilà, c'est ça. Le futur de la logistique urbaine, en fait, c'est pas le drone, c'est ce bon vieux vélo, mais pimpé un petit peu à l'ordre du jour. Donc en fait, qui a innové, qui a continué à évoluer. Donc le vélo est devenu le vélo cargo, qui a, comme vous le voyez, plusieurs formes. Il y a aujourd'hui une innovation sur le secteur avec une grande variété de formes et de modèles, avec du chargement devant, du chargement derrière, des remorques, on peut même tracter des palettes à présent. Donc qui font varier les capacités d'emport. On peut aller voir le vélo cargo très rapide biporteur que Olvo utilise le plus. On va jusqu'à 80 kg et 300 litres. Mais avec une palette, on peut monter à 1 mètre cube. Le tout est de plus en plus électrifié. Avec des moteurs de 250 watts, on peut tracter tout ça. En termes de marché, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on adresse des marchés très larges. Nous, une entreprise comme nous, on a plus de 150 entreprises clientes par mois. On va sur la messagerie, on va sur l'alimentaire, des traiteurs, du ship from store, du e-commerce. Voilà. Et si vous voulez cette solution-là, le vélo cargo, le cœur de marché, en fait, c'est en complément du camion, on ne va pas remplacer le camion. D'ailleurs, on fait des ruptures de charge avec le camion, principalement. Nous, on a un entrepôt de quasiment 1000 m², on fait des ruptures de charge avec le camion. Et par contre, en remplaçant du véhicule utilitaire léger et du scooter. Donc ça, c'est la solution cargo. Les principaux avantages, je pense que vous les avez tous en tête. C'est un véhicule extrêmement attractif, à la fois et peut-être surtout du point de vue de la collectivité, mais aussi du point de vue des chargeurs et de la clientèle. Donc, je vais d'abord un petit peu vous parler quand même de ce que nous, les clients, y voient, parce qu'ils y voient des avantages.
En réalité, ce que le vélo cargo permet de faire, c'est peut-être améliorer la qualité pour nos clients. En fait, il y a une vraie notion d'agilité. On ne va pas avoir les mêmes délais de prévenance, la même précision de livraison. On n'est pas sensible aux embouteillages. Et ça, nous, nos clients, ils voient un vrai avantage de dire on vous vend un créneau 1 heure et on le respecte à plus de 90%. Et il y a évidemment les économies d'énergie, en ce moment on y parle, on voit arriver des clients grâce à ça, et aussi des avantages pour la collectivité. Là-dessus, Mathieu vous en parlera un petit peu plus. Oui, au-delà des avantages que vous voyez listés sur cette slide et qui sont évidents, il faut rappeler que comparé à un véhicule électrique, l'empreinte écologique globale d'un vélo, il n'y a pas de commune mesure. C'est-à-dire que du point de vue de la transition écologique, du point de vue d'un besoin de sobriété de nos sociétés, le vélo, qui certes ne peut pas tout, on l'a dit, il ne s'agit pas de faire de l'interurbain ou de livrer du liquide en vrac, mais pour la logistique du dernier kilomètre dont il est question ce matin, c'est vraiment un outil qu'il faut considérer et qui peut être une solution absolument centrale, notamment du fait qu'il n'a pas besoin d'une modification lourde des infrastructures. La modification des infrastructures est légère, donc elle coûte peu. Pas besoin d'installer des bornes coûteuses, des technologies. Il a aussi d'autres externalités positives, c'est qu'il est très recyclable et réparable facilement. Évidemment qu'il fait baisser la baisse d'accidentologie. Un vélo, ça roule entre 15 et 20 km/h grand maximum, surtout chargé. Et par ailleurs, il est bénéfique pour ceux qui le pratiquent, pour la santé des pilotes, dans la mesure où ils sont employés dans des bonnes conditions, ce qui est notre credo aux boîtes à vélo. Des salariés bien protégés socialement, formés, des bons professionnels de la livraison. Alors bien sûr, il ne peut pas tout, le vélo, c'est vrai. On ne peut pas transporter de béton liquide à vélo, je vous l'accorde. Néanmoins, je vous rappelle que le BTP, c'est 5%, je crois, de la logistique urbaine. Le chiffre est peut-être pas exact au point près, mais enfin c'est de cet ordre-là. Donc on parle quand même des 95% restants, ce qui reste important. Et puis, et c'est vrai, je pense que vous l'avez tous en tête, certains d'entre vous sont encore peut-être incrédules aujourd'hui, le vélo pâtit d'une image low-tech, un peu vieillotte, peut-être bon marché, qui handicape un peu sa prise en considération. Donc ce matin, un message qu'on voudrait passer, c'est vous dire que le vélo est le siège aujourd'hui d'une innovation foisonnante. Nous avons des startups en France qui fabriquent des remorques innovantes, des remorques où vous pouvez aller prendre une palette par terre, cliquer, et la remorque s'auto-lève la palette s'auto-lève sur la remorque et vous pouvez ensuite aller mettre la remorque sur votre vélo électrique et emporter ainsi 150-200 kg. C'est Fleximodal à Rennes. Voilà, on a des fabricants de biporteurs. Je vous rappelle que le député Guillaume Gouffier-Cha a sorti un rapport sur la filière vélo et toutes ses potentialités économiques il y a peu. Et donc, on espère que voilà, ce potentiel va être bien repris. Donc le vélo, il peut beaucoup. Et notre credo, c'est que pour le besoin du dernier kilomètre et en ville, on peut abandonner le VUL, qui a une forte empreinte, et on peut adopter le vélo avec certaines conditions, bien évidemment, qui ont été rappelées aussi par les interlocuteurs. Alors, une autre chose à comprendre, c'est que en fait, donc le vélo ne peut pas tout. Et en fait, c'est pas un véhicule unique. Et ça, c'est quelque chose qui a été dur à comprendre. Donc, c'est un véhicule urbain. En milieu périurbain ou rural, ça perd de sa pertinence. On est dans la métropole du Grand Paris. Il a une capacité d'emport limitée, oui, mais du coup, si on arrive à faire des boucles courtes autour de hubs urbains, et ben, ça marche très bien. Et voilà. Et en fait, ce qu'il faut que les chargeurs arrivent à comprendre, c'est que le vélo ne peut pas tout, mais il peut beaucoup. Il faut sortir d'une logique de flotte unique. C'est-à-dire que peut-être qu'il faut choisir le véhicule en fonction de la localisation, au lieu d'avoir une flotte de camionnettes pour tout le territoire, et ben avoir des vélos cargo en ville et des camionnettes ailleurs. Se dire qu'on va introduire malheureusement des ruptures de charge en plus, c'est-à-dire que le vélo, oui, il ne remplace pas le camion pour les livraisons de commerce en gros. Par exemple, si on a 20 palettes à livrer, on ne va pas le faire en vélo. Il ne peut pas aller chercher les marchandises loin. Par contre, si un camion lui emporte en centre-ville, et nous c'est notre modèle, et ensuite les livre, c'est un véhicule qui marche parfaitement. Donc en fait, il faut vraiment le voir en complément
et en articulation avec d'autres modèles, mais dans ce cas-là, il peut beaucoup. Donc si on regarde un petit peu les perspectives, il y a des études récentes qui disent qu'on peut aller jusqu'à 50% des livraisons du Grand Paris. Donc en fait, la cyclo-logistique pour le Grand Paris, c'est peut-être l'avenir. Là-dessus, il y a quelques leviers à lever. Il y a le foncier dont M. Delaval a beaucoup parlé. C'est vraiment le nerf de la guerre. C'est-à-dire que oui, on ne peut pas aller, nous, faire les 40 km de trajet d'approche depuis la N104. Donc il faut du foncier de centre-ville. Et là-dessus, j'ai envie de dire, tout le monde en parle, mais n'oubliez pas les PME de cyclo-logistique du secteur. On est là. C'est vrai qu'on n'a pas forcément les capacités techniques pour répondre à des appels à manifestation d'intérêt de 50 pages, mais on existe, on est pro, on a du savoir-faire. Deuxième levier, donc il faut encore de la R&D. Sur le matériel, l'innovation est foisonnante. Sur le logiciel, nous, Olvo, on a développé notre propre logiciel de cyclo-logistique qu'on est en train de distribuer sur le marché à présent. Et enfin, la formation de compétences et la structuration de la filière. Un dernier mot de Mathieu là-dessus. Ouais, on en terminera là parce qu'on me fait signe qu'il est temps. Nous structurons. Les boîtes à vélo, vous le voyez, vont porter les assises de la cyclo-logistique. Nous avons l'ambition de porter la future fédération française de la cyclo-logistique. Ça veut dire des vrais professionnels. Il ne s'agit pas de livreurs ubérisés, mal formés, précaires, dans des conditions de travail indignes de notre pays et de nos traditions, mais bien de professionnels de la logistique, peut-être demain avec une micro-capacité, c'est en discussion. Ces assises vont se tenir très très bientôt et nous invitons aujourd'hui tous les transporteurs qui ambitionnent de faire aussi du vélo cargo. Je me tourne vers Stern, vers d'autres, tous les acteurs, à venir assister à ces assises s'ils ont l'ambition de se mettre dans le vélo, bien sûr à la Poste, évidemment. Nous les attendons avec impatience. Voilà, donc on va s'efforcer de structurer le secteur et on aimerait bien que le nombre d'acteurs de la cyclo-logistique, y compris mixte, c'est-à-dire qui ont des camions comme coursier.fr et aussi une grosse flotte de vélos, puisse doubler dans les 2 ans et que aujourd'hui, on est à quoi 1-2% de part modale du vélo dans la logistique urbaine. Je pense qu'on peut au moins se fixer 10% dans les 3 prochaines années. Essayons. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Je voulais juste, en guise de conclusion, et pour rebondir sur cet effet de complémentarité de la cyclo-logistique avec le camion, ça a été beaucoup dit. Je pense qu'il faut reboucler avec l'introduction qui a été faite et la présence d'Aropaport tout à l'heure, de Fludis dans la salle. Je pense que la cyclo-logistique peut être un très bon complément à d'autres vecteurs de pénétration du centre-ville que sont notamment la voie d'eau. Nous avons nos amis de VNF qui sont présents également, je les salue. Donc la voie d'eau peut être aussi, et donc les barges spécialisées peuvent être les vecteurs qui permettent cette massification et la reprise par cyclo-cargo. Voilà, merci. Je pense qu'on a un peu explosé le temps, je suis désolé. Donc pour les questions-réponses, je vous invite... Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Des réactions, monsieur? Merci. J'avais une question concernant les transporteurs et le modèle qui nous est présenté ici pour les vélos. On voyait qu'il y avait 1 mètre cube de charge dans le véhicule. Sur un petit utilitaire, on est environ à 4 mètres cubes. Est-ce que d'un point de vue financier, c'est intéressant de pouvoir basculer du coup ces 4 mètres cubes sur 4 vélos différents, donc avec 4 personnes différentes qui conduisent? Alors c'est plutôt qu'on va faire 4 tournées et on ne va pas avoir d'embouteillage. Et du coup, c'est, en tout cas, de nos points de vue de nos clients, c'est économiquement pertinent. Surtout si on prend le gain de qualité. Et pour les transporteurs qui sont présents autour de la table, est-ce que vous avez une vision là-dessus à apporter? Pour Urbi, nous sommes en capacité de pouvoir articuler les deux. C'est-à-dire sur nos plateformes massifiées, envoyer une navette faire un espace de logistique urbaine et là développer de la cyclomobilité en vélo cargo. Vous en avez cité un exemple tout à l'heure.
Ça a du sens à partir du moment où cet ELU est bien placé, bien sûr, et surtout s'il nous permet de naviguer, je vais dire une image un petit peu poétique, en pétale ou en marguerite autour de cet ELU, d'accord ? Il y a une rupture de charge, il y a un coût de rupture de charge, ça il faut le comprendre, mais il y a une navette unique pour tout le monde. Donc là aussi, vous gagnez. Mais si il y a une navette, c'est que vous allez charger en amont, il y a une autre rupture de charge. Donc ça veut dire qu'il faut travailler sur l'optimisation de la livraison. Et je voudrais simplement dire que les modèles entrants ne sont que des modèles à 50% d'efficience. Pourquoi ? Parce qu'un vélo cargo qui va livrer, il peut faire 100 mètres de plus, prendre quelque chose, le ramener à l'ELU. Dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle un transport combiné. Et ça veut dire ni plus ni moins que sa charge et donc son économie est doublée. Ça veut dire, et je vais donner un exemple très simple, une palette de 140 kg, vous la livrez chez quelqu'un, un petit peu plus loin, vous allez chercher un produit fabriqué qui doit sortir de la ville, le vélo cargo va le chercher, le ramène sur le LU. La navette, quand elle reviendra, elle ressortira de la ville. À ce moment-là, vous commencez à penser à une économie complète du vélo, c'est-à-dire à l'aller et au retour. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser à un modèle de distribution pure, il faut penser à un modèle de flux continu où on prend, on dépose, on prend, on dépose, on prend, on dépose, pour essayer justement d'élever le modèle économique du vélo cargo et le rendre rentable. Merci Monsieur Delaval. Une dernière réponse apportée par Monsieur Chavaroche du groupe Stern. Concernant ce modèle-là, nous on a diffusé déjà des vélos avec à peu près une vingtaine de vélos sur Paris, plus d'autres sur le secteur de l'Est de la France. On a en fait monté un système de tournée autour de 4 positions sur l'intrapériphérique avec des anciens magasins en fait qui ont fermé, qu'on a rachetés et dans lequel nous faisons les dépôts soit en cours de nuit et en ramassage de nuit, soit en milieu de journée. Et à partir de là, nous avons les vélos qui vont tourner pour aller changer, enfin pour aller livrer, ramasser, déposer, et en plus changer les batteries, parce qu'on a aussi ce problématique-là en forte charge. Quand vous mettez 200 kg sur un vélo, vous avez une batterie qui a une durée de vie extrêmement courte. Donc à moins d'avoir 4 positions sur Paris pour changer 2 fois, voire 3 fois de batterie pendant la journée, vous finissez avec le vélo qui n'arrive pas à avancer. Donc, mais la solution existe. Par contre, un 4 mètres cubes transféré sur 4 vélos, à aujourd'hui, si vous avez une masse indivisible, c'est pas faisable. Très honnêtement. Vous pouvez même mettre 600 kg, je ne mettrai pas 600 kg sur un vélo. Mais des solutions existent.